Si toute production artistique procède de la volonté de son auteur d'exploiter une idée ou de transmettre un message profond et universel à un large public, encore faut-il que ce même auteur soit capable de lui donner une forme suffisamment cohérente pour que le public comprenne, mais aussi qui soit assez élégante pour que le public puisse prendre plaisir à la comprendre. C'est en recherchant à savoir si l'œuvre que je critique respecte cette logique que je vais faire la critique de l'épisode 4 de la saison 1 Night of the Seven Kingdoms, afin de savoir si ce dernier atteint ou non cet équilibre entre la forme et le fond. L'épisode démarre sur Dunk emprisonné pour avoir levé la main sur Aerion Targaryen et avec la visite que lui rend Egg, dorénavant vêtu comme un Targaryen. Très clairement, le thème présent à chaque scène dans cet épisode, c'est celui des choix qui déterminent ce que nous sommes sur un plan moral, soit en privilégiant nos intérêts pragmatiques, comme le fait Stephen, soit en respectant les valeurs que l'on a juré de défendre, comme le fait Baelor, ou en donnant la priorité aux liens de sang, comme le fait Mekar. D'ailleurs, jusque-là, Dunk, lui, nous a montré qu'il donnait la priorité à son serment de chevalier, à son code d'honneur de chevalier, ce qui fait qu'il y a une dichotomie intéressante entre Egg et Dunk, c'est que même si Dunk c'est un peu le couillon, l'idiot du village, au final celui qui a les motivations les moins pragmatiques c'est Egg. Et ça montre que Egg il reste un enfant. Egg a fait tout ça parce qu'il admire les chevaliers avec la passion d'un enfant, comme le fait justement remarquer Dunk, qu'il aurait même servi une mule, sous-entendant que tout ce qui comptait pour lui c'était d'approcher, de participer au monde de la chevalerie. Alors que lui, Dunk, il a tout un ensemble de motivations très pragmatiques, tout simplement la survie, de par sa basse extraction, aucun autre métier auquel il aurait pu avoir accès ne lui aurait permis de s'élever aussi haut dans l'échelle sociale. Au fond, il a toutes les raisons du monde de risquer sa vie dans une joute, alors que Egg, lui, n'en a aucune. Lui, il a tout à perdre en souhaitant devenir chevalier, puisqu'il est prince par le sang. Ses motivations à le devenir, elles relèvent davantage d'une naïveté enfantine, ou alors d'un goût sincère et immodéré pour ce monde-là, tout simplement par admiration des valeurs chevaleresques, ou par envie de vivre une vie trépidante. D'ailleurs, on peut encore y voir comme assez souvent un sous-texte social de Martin, une illustration des enchevêtrements difficiles à démêler entre les intérêts de chacun, les déterminismes sociaux de chacun et les déterminismes qui ont trait au caractère de chaque individu. Et le tout est bien exécuté par l'acteur de Dunk qui nous fait bien le grand couillon, qui est tout de même capable de fermeté, et Egg qui oscille bien du jeune insolent intelligent au gamin vulnérable. Ensuite, comme à l'accoutumée dans Game of Thrones, le récit respecte les difficultés liées à l'appartenance à une famille royale, et on a l'énième exemple avec Egg qui, en voulant faire ce que la morale commande, manque au code dû à son rang, et par ce manquement, occasionne des effets néfastes pour beaucoup de monde. Concernant l'acte de Dunk de frapper Aerion, c'est clairement la notion de crime de lèse-majesté qui est implicitement ou directement utilisée dans l'épisode, pour justifier la punition qu'il va subir. Et même si tout le monde s'accorde à dire qu'Aerion méritait de prendre des coups, ce qu'il représente théoriquement par sa qualité de prince, rend l'acte de Dunk répréhensible. Cela fait de son acte un acte politique majeur de défiance envers l'autorité politique de la couronne. Pour le dire clairement, c'était à la justice du roi de décider si Aerion était dans son bon droit, pas Dunk. Et comme le frère du roi, Baelor, le fait remarquer, la question n'est pas de savoir si c'est juste, mais de punir l'atteinte faite au symbole politique que constitue la famille royale. Il le dit aussi assez justement, l'acte de Dunk est aggravé par le fait qu'il est un chevalier certes, mais un chevalier de rang très bas. Il n'était pas assez fort politiquement pour pouvoir se permettre un tel acte. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers son jeu d'acteur, Baelor nous fait bien comprendre qu'il aimerait pouvoir faire triompher la morale sur la logique politicienne et juridique, mais qu'il ne le peut pas. Ce qui est intéressant quand même, c'est de montrer que Martin, il a de bonnes références historiques, parce qu'un chevalier coupable d'un crime de lèse-majesté, pour lui, les sanctions possibles variaient
Évidemment selon le lieu et l'époque, parce que le Moyen-Âge, c'est pas un bloc monolithique, hein. C'est un ensemble complexe et vaste, autant au niveau de la temporalité que des lieux. Toutefois, il ressort assez clairement de l'ensemble de l'histoire médiévale que la punition pour un acte semblable, elle allait d'une sanction très sévère à la peine de mort. Et c'est ballot pour Dunk, mais il aurait été dans notre histoire, il aurait été très probablement exécuté, puisque si on portait atteinte à la personne royale en public et de façon volontaire, c'était le critère pour être mis à mort. Dans les autres cas, le chevalier pouvait voir ses terres et ses titres confisqués, puisque le chevalier tenait celle-ci d'un seigneur de par son lien de vassalité, et que le roi étant au sommet de la pyramide vassalique, il pouvait reprendre ses terres au chevalier. Le chevalier pouvait également être exilé de force, temporairement ou à vie. Il pouvait être emprisonné à des degrés variables de durée. Et il faut quand même souligner que dans tous les cas, le crime de lèse-majesté entraînait une disgrâce sociale, privant le chevalier de la possibilité de servir un seigneur, de se marier avantageusement ou d'être respecté par ses pairs. Pour vous donner un exemple, en 1192, le chevalier Léopold V d'Autriche fit arrêter Richard Cœur de Lion et il dut payer une rançon exorbitante, en plus d'être frappé d'excommunication, ce que personne au Moyen-Âge ne voulait subir. Ensuite, toujours sur le volet historique, concernant l'ordre d'Élie 7, est-ce une référence historique? Si oui, est-elle très exagérée? Eh bien oui, c'est une référence historique, mais elle est éloignée de la réalité historique, puisque même si des affrontements ritualisés entre groupes de champions pouvaient être tolérés, ils ne servaient pour autant pas à déterminer une culpabilité devant des juges, mais plutôt à régler des querelles d'honneur, comme lors du combat des 30 en 1351, où 30 chevaliers bretons ont affronté 30 chevaliers anglais. Si ce n'était pas un procès au sens strict, c'était un combat représentatif pour régler un conflit d'honneur. Cependant, quand il s'agissait de déterminer de la culpabilité entre deux plaignants devant des tribunaux, le duel strictement judiciaire ne pouvait concerner que deux participants. D'ailleurs, le fait qu'Aérion invoque la règle des 7 est peut-être une référence subtile au fait que dans certains pays, certaines époques du Moyen-Âge, sous certaines conditions, il était possible d'être représenté dans le duel judiciaire par un champion qui allait combattre à votre place. Pour synthétiser la réponse à y a-t-il une référence historique, eh bien, même si Martine s'inspire clairement de l'histoire, de l'idée historique d'un combat ritualisé entre groupes de champions destinés à régler une question d'honneur, il prend des libertés puisque ça ne servait pas à déterminer la culpabilité au sens juridique. Sinon, pour la surabondance du chiffre 7 dans l'œuvre de Martine, c'est une référence claire au symbolisme de la chrétienté médiévale. 7 sacrements, 7 vertus, 7 péchés capitaux, 7 jours de la création. De même dans Westeros, la foi des 7, c'est une transposition évidente du christianisme médiéval. Le choix de 7 champions, c'est clairement aussi un clin d'œil symbolique et pas strictement historique. Si vous voulez, pour en revenir au combat collectif, il n'était pas clairement codifié, il n'était pas clairement légaux. C'était bien plus une manière virile de régler les différends qui étaient tolérés par la société chevaleresque et médiévale qu'une véritable procédure officielle. Côté allégorie politique, la perte des dragons pour les Targaryens, c'était une très bonne métaphore du déclin inexorable des lignées politiques et qui prouve le goût sincère de Martine pour l'histoire. Le dragon n'étant qu'un symbole du pouvoir, comme peut l'être la couronne, comme peut l'être tous les objets liés à la royauté. Enfin bref, comme assez souvent chez Martine, il y a un mélange intéressant entre une compréhension de l'histoire quand même solide et des libertés prises avec cette même histoire, sans pour autant trahir les grands principes qui étaient présents au Moyen-Âge, qui est la période dans laquelle Westeros nous est montré. Globalement, on peut quand même que féliciter le lore de Martine. Non, Martine, là où par contre il déconne, honnêtement, le défaut de Martine, c'est plutôt son nihilisme, c'est plutôt sa difficulté à voir une beauté et une forme de romantisme dans l'existence. On sent que pour lui, tout est un peu trop noir, et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas capable de faire des fins réellement satisfaisantes, parce que sa philosophie de vie, façon de voir le monde, rend tout un peu trop sombre. Mais pour Knight of the Seven Kingdoms, pour l'instant rien à redire.
l'épisode 3 et 4 me réconcilient avec la série et j'espère que la fin sera grandiose. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo et je vous retrouve au fil de l'actualité.